Bonjour tout le monde. Je suis Chantal Passal, responsable de la filière agroalimentaire à l'Agence de développement économique de la région, l'agence ADOC. Merci d'avoir accepté de participer à cette présentation du marché suisse. Les recommandations d'usage, même si depuis maintenant 18 mois, voire 2 ans, on travaille beaucoup avec des webinaires, mais vous savez qu'il faut couper votre caméra et votre micro pendant la présentation pour éviter les nuisances sonores. Bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat Teams et Soti veillera donc en cours, après la présentation de Business France, à faire en sorte de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, juste pour introduire ce webinaire, vous rappelez ce qu'est l'agence ADOC. L'agence ADOC, c'est l'agence de développement économique de la région. Elle est là pour accompagner les entreprises de notre territoire Occitanie, pour vous aider donc à pérenniser votre activité, que ça soit au moment d'une implantation, d'une création, que ça soit sur des sujets d'innovation, que ça soit aussi sur le développement de l'entreprise avec la croissance, que ça soit également sur le développement des marchés, que ça soit aussi international ou même sur le plan régional, et puis ensuite évidemment transmission, reprise. Donc vous voyez, pendant toute la durée de la vie d'une entreprise, nous sommes là à vos côtés avec une organisation déclinée en direction opérationnelle, croissance, innovation et conquête des marchés. En ce qui concerne la filière agroalimentaire, donc nous avons effectivement une action soit au plan régional, et évidemment la crise Covid a bien insisté, a bien révélé les attentes des consommateurs autour des produits locaux, des produits régionaux. Et donc, on travaille sur notamment le développement de la marque Sud-de-France et la diversification des circuits de distribution. Et puis, et c'est le sujet du jour, le développement aussi à l'international, les marchés traditionnels de l'Union européenne et puis évidemment des marchés sur les pays tiers. Donc ça, c'est pour vous donner une vision un peu globale des choses. Et pour compléter, nous avons 3 leviers à notre disposition. Structuration, prospection, promotion. La structuration, le webinaire d'aujourd'hui en fait partie. Ça fait partie des outils d'information, d'aide à la réflexion. S'il vous plaît, le micro. Votre micro, s'il vous plaît. Et donc, voilà, ce sont des éléments de structuration. Et puis, il y a je dirais, le cœur de métier d'ADOC, c'est la prospection. C'est-à-dire vous accompagner dans les salons, dans des showrooms, dans des missions de prospection sur des marchés lointains. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers la marque Sud-de-France, on a un 3e volet qui est la promotion des produits agricoles et agroalimentaires dans les différents circuits de distribution, en particulier GMS, RHD et e-commerce. Voilà. Donc, ce sont ces 3 leviers qui sont à votre disposition pour vous aider dans le développement. Alors, en 2021, nous avons accompagné 623 entreprises. Nous avons déployé, malgré la crise, 60 actions agroalimentaires en France et à l'international. Et vous voyez à peu près l'équilibre, évidemment, le focus prospection est plus faible. Et pour cause, puisque nous avons tous subi l'annulation d'un certain nombre d'événements en présentiel. J'espère qu'en 2022, on va pouvoir se retrouver sur les différents salons. Alors, voilà, pour aller à l'essentiel, le programme de ce webinaire, donc c'est bien évidemment l'intervention de Noémie Collin et donc de Margot Le Garnigou, que je remercie donc de leur présence et qui vont vous présenter l'étude qui a été menée sur le marché suisse. Ensuite, vous aurez un témoignage d'entreprise. Donc,
un témoignage d'entreprise donc à travers Monsieur Yann Roland que je remercie aussi. Il y aura évidemment des questions entre-temps. Et puis, Sotissam vous présentera le plan d'action ad hoc tel qu'il est. Il a été imaginé pour les entreprises qui seraient intéressées pour déployer ce marché. Voilà, donc moi j'ai fait, je crois que j'ai dit l'essentiel. Maintenant, la parole est évidemment à la présentation de l'étude de marché et à Noémie et Margot. Bonjour à tous. Avec Margot, on est ravis d'être parmi vous pour vous présenter les résultats de cette étude qui a été menée en 2020 et financée par le ministère de l'Agriculture. Donc, pour commencer, on va vous dresser un petit peu un portrait de la Suisse et vous donner quelques chiffres pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce pays. On vous parlera ensuite du panorama agroalimentaire de la Suisse. On passera ensuite aux opportunités pour les produits français sur les 7 secteurs qui ont été étudiés dans le cadre de cette étude. Et puis, on vous donnera quelques bonnes pratiques avant de se lancer en Suisse. Et puis, on fera un petit récapitulatif avant de prendre vos différentes questions. Tu peux passer à la slide suivante, Margot. Donc, du coup, pour commencer, pour vous présenter la Suisse. Alors, je suis désolée si vous pouvez couper les micros. Merci. On est sur un petit pays de 8,5 millions d'habitants basé au cœur de l'Europe, donc avec des frontières avec 3 grosses puissances agroalimentaires qui sont la France, l'Allemagne, l'Italie. Bon, il y a aussi une frontière avec l'Autriche, mais il y a un petit peu moins d'échanges dans ce secteur-là. C'est un marché qui est très convoité, très intéressant et sollicité par de nombreux pays, notamment par le fait que on a un très fort pouvoir d'achat en Suisse. Hein, c'est connu. On a les 3 villes les plus chères d'Europe avec Zurich dans la partie violette sur la petite carte, la ZH. Genève en bas à gauche dans la partie orange de la carte. Et puis la ville de Berne qui est la capitale, on l'oublie souvent. Si tu peux juste revenir sur la slide d'avant, Margot, merci. Qui est la capitale du pays. Et en fait, en termes de PIB par habitant, si on regarde au niveau mondial, on se situe à la 2e position avec 82 000 US$ par habitant. Donc, ce qu'il faut savoir sur la Suisse, c'est qu'on est sur un marché, enfin sur un pays fédéral. Donc, c'est-à-dire que on est organisé avec 26 cantons et 4 aires linguistiques. Donc, chaque canton a aussi ses propres réglementations et c'est assez important en fait au niveau de la culture suisse et dans l'approche du pays, on va avoir un aspect local très très important. Un Suisse, quand il va se présenter à vous, en général, il va vous dire je suis genevois, je suis vaudois, je suis zurichois avant de vous dire je suis suisse. Et donc ça se retrouve et c'est important de le savoir dans vos échanges en fait avec les sociétés en local. Donc 26 cantons. Côté France, quand on pense à la Suisse, on pense souvent à la partie francophone. Il faut savoir que c'est pas forcément le premier marché en termes d'habitants. C'est que 20% du territoire, donc c'est la partie qui est en orange sur la carte. Donc ça comprend 6 cantons et le marché principal, c'est le marché germanophone, donc tous les cantons qui sont en violet sur la carte, donc c'est un peu plus 60% de la population, à savoir que la langue officielle c'est l'allemand, mais que dans la pratique les gens parlent suisse-allemand, donc c'est un dialecte dérivé de l'allemand et il y a un dialecte différent par canton germanophone. Et c'est une langue dans laquelle ils sont très fiers. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez adapter vos packaging en suisse-allemand, il y a seulement les sociétés locales qui le font. Mais c'est un élément important dans l'approche du marché. Et puis après, les 2 langues qu'on va retrouver sur la Suisse, donc c'est l'italien dans le canton du Tessin, au sud des Alpes, la partie verte. Et puis vraiment de manière anecdotique, ça va être le rétro-romanche qui est uniquement parlé dans les Grisons et qu'on ne retrouve pas forcément dans tout ce qui est marketing, mais c'est bien de savoir que ça existe. Donc c'est la partie en jaune. Donc je vous disais, la Suisse, petit pays au milieu de l'Union européenne, mais qui, elle, n'en fait pas partie et qui ne fait pas partie non plus de la zone euro. Donc ça veut dire que vous allez avoir des
des problématiques au niveau des douanes et de la circulation des marchandises, notamment pour tout ce qui est marchandises agroalimentaires, et l'existence de différents contingents. Donc ça, on va y revenir plus tard. De même, qui dit hors UE dit pays tiers, et donc aussi problématique de détachement de salariés. Alors il faut savoir que si vous allez prospecter sur le marché suisse, sur place, vous avez le droit d'y aller, vous êtes limité à 90 jours sur l'année, donc à peu près 3 mois, et au-delà, il faut demander une autorisation spécifique. Voilà, pour le portrait de la Suisse. On peut passer au panorama agroalimentaire maintenant. Donc, je laisse la parole. Alors, oui, je reprends la main. Donc, pour parler assez rapidement et vraiment remettre en situation la Suisse, on a un pays qui est quand même extrêmement dépendant des puissances agroalimentaires qui l'entourent et du coup qui s'approvisionne en grande partie auprès de ces puissances. Il faut savoir que sur les dernières années, on restait sur une hausse des importations agroalimentaires qui était relativement constante, mais plutôt faible. Donc on était de l'ordre de 2% par an entre 2015 et 2019. Et la Suisse fait partie de ces pays qui ont importé beaucoup plus avec le Covid, avec une hausse de 7% entre 2019 et 2020. Et quand on regarde en fait sur l'année 2021, pour l'instant les 10 premiers mois, enfin 9 premiers mois, pardon, je crois, on a quand même maintenu ce rythme avec des importations qui sont extrêmement fortes, donc ce qui est plutôt bon signe. Après, alors il faut savoir que l'an passé, voilà, les importations italiennes et allemandes ont fortement progressé, les importations françaises ont baissé pour la simple et bonne raison qu'une grande partie des importations françaises, enfin une partie est destinée à la restauration et notamment donc les principaux produits qui sont les vins et la BVP, et que du coup le canal restauration a beaucoup souffert l'an passé en Suisse comme dans de nombreux pays. Mais que les importations françaises du coup sont reparties, enfin de France pardon, sont reparties vraiment à la hausse cette année. Après, sur le moyen terme, ce qui est quand même intéressant, c'est que voilà, on sait que la Suisse se fournit principalement auprès donc, de la manne de l'Italie et de la France, mais on voit vraiment que la France cède des parts de marché. Donc on est passé de 15% en 2010 à 12% en 2020. Alors, il y a des importations en hausse, mais une baisse de parts de marché parce qu'il y a d'autres concurrents européens qui émergent. On va notamment voir l'Espagne, on va notamment voir les Pays-Bas, l'Autriche qui est aussi un des voisins de la Suisse. Mais on a quand même voilà, l'Allemagne, l'Italie et la France qui génèrent à peu près 45% des importations, donc c'est quand même non négligeable. Au niveau des principales productions locales, alors il faut savoir que la Suisse importe à peu près près de la moitié des denrées qu'elle consomme. Alors il faut connaître un petit peu parce que du coup c'est un système dont Noémie reviendra dessus un peu plus tardivement. Mais il y a un système d'importation qui est fait vraiment pour protéger en fait la production suisse. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir en fait ce que produisent les Suisses parce que souvent c'est des produits qui vont être plus compliqués à exporter vers ce pays-là. Et donc on a un taux d'autosuffisance qui va largement varier selon les produits. Donc concrètement, on va être par exemple à 95-100% d'autosuffisance pour des produits comme la carotte. On passe à 55% pour les tomates, etc. Donc il faut vraiment se renseigner un petit peu plus. Et pareil au niveau de la viande, en viande de porc, on va être sur du 90-95%, donc c'est relativement compliqué d'exporter là-bas. Par contre, en viande de volaille, on est à 65%. Et en viande ovine à 45%, donc c'est quand même des produits qui sont plutôt demandés. Et enfin, on a une importante industrie de transformation. Tout le monde connaît le chocolat suisse, tout le monde connaît le fromage suisse. Là aussi, c'est des produits où la préférence locale est quand même très forte. Maintenant, c'est pas parce que la Suisse produit, est très présente sur ces produits qu'il n'y a pas de place pour l'info française. Sachant que la production suisse généralement est assez importante, mais elle va être surtout concentrée sur des segments particuliers. Donc il y a quand même une offre à prendre pour répondre à la demande sur les autres segments. Si vous pouviez passer à la slide suivante. Merci. Au niveau des tendances de consommation, c'est des tendances qu'on va retrouver sur beaucoup d'autres marchés, mais qui sont quand même assez spécifiques en Suisse. On va commencer donc vraiment par l'alimentation saine et fonctionnelle. C'est une réalité que les consommateurs suisses, c'est un peu le cliché, mais sont sportifs, sont attentifs à leur nutrition.
C'est un aspect qui a été encore exacerbé avec le Covid, comme dans beaucoup de pays. Donc, il y a vraiment le produit santé qui est recherché. Donc, on va avoir des entreprises qui lancent des produits à base de probiotiques ou autres. Et généralement, ça reste quand même des produits en croissance encore aujourd'hui. Un attachement à la tradition et à la qualité. C'est un aspect qui se retrouve vraiment aussi bien dans les emballages que dans les produits recherchés, dans les recettes. Et donc pour ça, le positionnement France est quand même perçu comme qualitatif. Mais il faut savoir que la Suisse, c'est un marché qui est quand même assez spécifique, où ils ont une production locale qui est quand même perçue comme haut de gamme. Et que pour des produits, en fait, le positionnement France va être milieu haut de gamme, mais qu'il y aura toujours le positionnement suisse un peu au-dessus. Donc, on n'est pas dans la situation où on est dans beaucoup de marchés où généralement l'offre française est le très haut de gamme et ce qui se fait de mieux. Là, non, dans beaucoup de créneaux, il y aura quand même l'offre suisse qui sera encore au-dessus. Et donc, c'est quelque chose, il faut en tenir compte quand on veut percer en Suisse. On a des consommateurs qui sont ouverts aux innovations. Il faut savoir que la Suisse, c'est un marché qui est malheureusement souvent saturé sur beaucoup de créneaux, avec des importateurs qui savent très bien comment marche le marché suisse, qui s'approvisionnent extrêmement bien auprès de l'Allemagne, de l'Italie ou de la France, et que du coup, les nouvelles gammes de produits recherchés sont finalement plutôt restreintes parce qu'ils privilégient vraiment travailler dans la durée avec des fournisseurs plutôt que d'en référencer des nouveaux tous les ans. Et par contre, vraiment, les retours qu'on a eu dans cette étude où on a interviewé une quarantaine d'opérateurs, c'est qu'il y avait quand même une vraie demande pour tout ce qui était produit innovant. Donc, ça peut être dans les recettes, ça peut être des alternatives végétales, ça peut être au niveau des formats, snacking qui développent énormément, ça peut être des produits à faire griller ou des nouvelles recettes un peu innovantes au niveau des emballages, du packaging qui sont recyclables, etc. Et ça va être vraiment principalement les niches en croissance sur ce marché. Concernant le bien-être animal, alors le bien-être animal est plus qu'une tendance en Suisse, et ça aussi, il faut vraiment le savoir, c'est-à-dire que c'est une tendance qu'on retrouve globalement sur beaucoup de marchés, mais la Suisse, c'est l'un des principaux marchés pour le bien-être animal. Ça va concerner aussi bien les produits laitiers que les produits carnés, voire les produits de la mer, voire même la BVP. Et alors ça, c'est quelque chose à savoir aussi, c'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez des œufs pour la dorure de produits de BVP, il faut utiliser des œufs issus de ponte au sol et pas de ponte en cage, parce que si c'est issu de ponte en cage, ce sera marqué sur l'étiquette et les consommateurs ne l'achèteront pas. Donc on a vraiment cette volonté très très forte et cet attachement très fort au bien-être animal de la part des consommateurs, de la part des distributeurs. Et il faut savoir que même les distributeurs qui s'approvisionnent massivement hors Suisse et hors Union européenne, donc je pense notamment à tout ce qui concerne volailles brésiliennes, par exemple, les Suisses en consomment énormément. On va imposer en fait les normes de production suisses aux fournisseurs à l'étranger. Et c'est-à-dire qu'on nous a dit concrètement que si on ne respectait pas ces normes de production, nos concurrents seraient ravis de le faire. Les Italiens notamment ou les Hongrois par exemple se sont empressés de changer leur production pour correspondre aux normes suisses. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement important pour travailler sur ce marché. On a un patriotisme culinaire exacerbé par la crise. Ça aussi, c'est quand même très important, c'est-à-dire que comme disait Noémie, il y a un fort pouvoir d'achat en Suisse et que souvent les consommateurs suisses choisiront, même si le produit suisse est plus cher, un produit suisse. Par rapport à une offre française, premium ou autre, ils choisiront très souvent l'offre suisse. Donc concrètement, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de se positionner sur les créneaux sur lesquels l'offre suisse est très développée, parce que les consommateurs vont se dire on n'a pas forcément d'incitation pour aller voir ailleurs, et ils considèrent l'offre suisse comme premium, ils ont les moyens, ils ont un certain pouvoir d'achat, donc ils vont se diriger vers l'offre suisse. Ça veut aussi dire qu'il y a des démarches, par exemple, tout ce qui est en fait inclure des ingrédients suisses dans un produit transformé, ça va être extrêmement apprécié, ça va être quelque chose qui va être mis en valeur sur les catalogues des importateurs, ça va être quelque chose qui va être mis en valeur dans les magasins aussi, et auxquels les consommateurs vont être sensibles. Donc ça peut être, on nous a parlé nous de levain dans des produits, de levain suisse dans des produits français qui notamment, c'était une initiative qui avait été assez reconnue. Et par ailleurs, ce patriotisme culinaire, je le disais aussi, se traduit aussi par un système d'importation qui est extrêmement spécifique et qui est vraiment fait pour privilégier la production suisse. Et c'est pour ça que c'est important de connaître son marché, parce que si on ne le connaît pas, enfin, on peut très vite se casser les dents avec un produit qui n'est pas adapté justement au marché suisse. Au niveau du bio,
il faut savoir que la Suisse est le premier marché mondial pour le bio par habitant. C'est bien plus qu'une mode là-bas, c'est une vraie tendance de fond. Ils ont quand même des années d'avance par rapport à la France. Il y a plus de 10% des dépenses en grande distribution qui sont destinées aux produits bio. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'en fait, la Suisse se base sur son propre label bio suisse. Alors, ils reconnaissent aussi le label AB européen, mais quitte à référencer des produits bio, les distributeurs vont davantage se tourner vers des produits bio suisses. C'est un label qui est encore plus exigeant que le AB européen. Et c'est un label qui vont souvent aussi imposer à leurs fournisseurs étrangers. Et pour eux, donc, voilà, il y a certains distributeurs qui ne vont référencer que des produits bio suisses. Sachant que c'est quand même plus important pour les produits agricoles que pour les produits transformés, où là, le label AB européen reste quand même reconnu et acceptable. Mais c'est quelque chose à savoir avant d'exporter des produits bio en Suisse. Et ensuite, on a pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut juste revenir avant? Très rapidement, le e-commerce alimentaire, Noémie en parlera un peu. C'est une tendance qui se développe comme sur beaucoup de marchés. Maintenant, ça reste quand même relativement faible comparé à d'autres marchés. On est parti de très loin. Il a été exacerbé par la crise Covid. Mais voilà, en général, les gens préfèrent quand même les achats physiques. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, rapidement, une vue d'ensemble des ventes au détail en 2020. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a environ 7 680 francs suisses qui ont été dépensés par ménage pour les dépenses alimentaires en 2020, avec près de 11% qui étaient vraiment consacrés aux produits bio. On a les discounters qui pèsent environ 17% des ventes. Donc, c'est un circuit qui est en pleine expansion en Suisse, notamment avec Lidl et Aldi qui se sont mis à se développer assez rapidement. Juste, si on peut passer, pardon, si on peut repasser à la slide suivante. Ah voilà, merci. On a les enseignes traditionnelles qui dominent quand même toujours très largement et les commerces spécialisés qui sont là de manière assez sporadique, pardon. Et alors, on a aussi sur ces 3 canaux vraiment une forte domination des produits frais, c'est-à-dire que les Suisses sont quand même très attachés à ces produits frais, donc ça reste les produits les plus recherchés. Et ensuite, au niveau des dépenses alimentaires par ménage selon la région, donc ce que disait Noémie, c'est qu'en Suisse, on va avoir vraiment 3 régions qui sont extrêmement différentes dans leur manière de consommer, dans leur approche, quels produits importer, d'où viennent ces produits, etc. Ce qu'on constate globalement, c'est qu'en Suisse romande et en Suisse alémanique, on a des dépenses. Alors, ça va être un petit peu plus élevé en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, mais la répartition va être globalement relativement similaire. Après, il va aussi falloir s'intéresser vraiment au détail des produits, c'est-à-dire que par exemple, on a 20% de viande en Suisse romande et 20% de viande en Suisse alémanique dans les dépenses annuelles par produit alimentaire. Maintenant, en Suisse romande, on sera beaucoup plus axé sur de la viande bovine ou de la viande de volaille, alors qu'en Suisse alémanique, il y aura beaucoup plus de porc qui sera consommé. Il va y avoir vraiment une différence dans les produits, mais les principaux postes de consommation restent les mêmes. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, pour un peu plus de détails, vraiment les circuits de distribution. On a une grande distribution qui est extrêmement dominante en Suisse et notamment qui est vraiment aux mains de 2 géants orange que sont les Suisses Migros et Coop, qui sont principalement présents sous la forme de supermarchés et qui justement poursuivent leur extension ces dernières années. Il faut savoir que c'est 2 groupes qui sont extrêmement bien perçus et extrêmement appréciés par les consommateurs suisses. Et que le fonctionnement de la grande distribution n'est pas forcément similaire par rapport à la grande distribution française ou d'autres acteurs européens. On nous a confirmé qu'il y avait quand même de quoi faire des marges dans la grande distribution. Voilà, les prix restent relativement élevés. C'est des sociétés c'est des groupes qui sont plutôt très bien perçus et qui s'approvisionnent en fait à chaque fois en partie en local pour satisfaire vraiment la demande la demande régionale et en partie au niveau national. On a une concurrence croissante du discount, principalement une question de prix, mais on a aussi quand même des discounters qui proposent des produits de qualité, avec ce que je disais, l'émergence de Lidl et Aldi, qui sont maintenant durablement implantés dans le paysage suisse.
Et on a d'autres circuits, mais qui restent vraiment très minoritaires, même s'ils ont fait vraiment l'objet d'un regain d'intérêt avec la crise sanitaire, aussi bien pour le e-commerce que pour les magasins spécialisés. Et donc voilà, avec Migros et Coop qui occupent près de 2/3 des parts de marché et qui ont renforcé leur poids avec la crise sanitaire, mais c'était un peu une exception. Normalement, ils cèdent des parts de marché notamment aux discounters ces dernières années. Et ensuite, rapidement, sur les autres circuits d'intérêt. Donc on a alors les discounters, donc Denner qui appartient au groupe Migros et sinon Lidl et Aldi. On a d'autres enseignes de grande distribution qui sont présentes, mais avec des réseaux qui sont vraiment bien moins développés. Ça va être Volk, ça va être Spar, ça va être certains détaillants indépendants. On a des grands magasins, Globus, Manor, qui sont notamment des débouchés privilégiés pour tout ce qui est une offre française premium. Ça va être par exemple dans ces grands magasins beaucoup qu'on va retrouver tout ce qui est produit un peu premium français qui normalement est principalement destiné à la restauration. Donc je pense notamment à tout ce qui est fruits et légumes un peu premium, donc les pommes de terre, les rades de Noirmoutier, des produits de charcuterie française extrêmement premium ou autres, on va les retrouver quand même à Globus et Manor, mais c'est une offre qui va être relativement onéreuse et pas à la portée de tous, même pour les consommateurs suisses. On a quelques magasins spécialisés avec notamment Alnatura qui est une chaîne de magasins bio, les Cash & Carry et donc le e-commerce qui va être dominé principalement par Migros et Coop, donc avec un assortiment qui est quand même similaire par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin, mais on a aussi quelques pure players, pas Amazon. Donc il faut savoir que Amazon n'est pas présent en Suisse. Par contre, on va retrouver notamment Farmy qui est un pure player spécialisé dans les produits un peu premium, donc il faut beaucoup de local, mais qui a aussi une offre importée et qui s'est énormément développée avec la crise Covid. Et ensuite, la restauration hors domicile. Donc en 2019, la Suisse comptait à peu près 27 000 établissements de restauration, dont 122 restaurants étoilés. Donc bien sûr, le secteur a été affecté en 2020 comme dans de nombreux autres pays. Et donc on va détailler ça en restauration commerciale, restauration collective, restauration haut de gamme et chaîne de restauration, sachant qu'il faut savoir que ces 4 canaux en fait peuvent représenter des débouchés pour les produits français à condition voilà, de bien les cibler. Mais par exemple, la restauration collective, sur 8,5 millions d'habitants, avant crise, il y avait environ 1 million, 1,5 million de Suisses qui consommaient chaque jour leur repas, enfin leur déjeuner dans un établissement de restauration collective. Et en fait, ce qu'on nous disait, c'est qu'il y a quand même une demande vis-à-vis de ces boîtes de restauration collective pour des produits un peu premium, parce que ça leur permet, eux, de se différencier quand ils travaillent avec certaines entreprises qui ont un peu plus d'argent, etc. Et il y en a en Suisse. Donc même ces canaux qui sont d'habitude en France plutôt réservés pour des produits un peu bas de gamme ou milieu de gamme présentent quand même des opportunités pour les produits français en Suisse. Du coup, on va passer. Il y a un petit problème sur la slide, c'est pas grave. À l'impact de la crise sanitaire en Suisse. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, on n'a pas eu de confinement à proprement parler comme en France. Les gens étaient assez libres de leurs déplacements. En revanche, tout ce qui était frontières ont été fermées pendant plusieurs mois et on a aussi eu tout ce qui était magasins non essentiels qui ont fermé, dont tout ce qui est restauration et bar, comme Margot l'évoquait. Du coup, la conséquence était que les ventes au détail ont été dopées. On a fait plus 11% et ça a bénéficié notamment à Coop et Migros. Et on a atteint un chiffre de près de 30 milliards de francs suisses. Mais du coup, on attendait un recul là, sur l'année 2020-2021, en tout cas au niveau de la consommation. Contre toute attente, là, les chiffres sont assez positifs, en tout cas pour le premier semestre, avec une croissance quand même de 1,4% pour tout ce qui était alimentaire, malgré la réouverture de tout ce qui est bar et restaurant en avril de cette année. Il faut savoir quand même, quand je parle de l'impact en fait sur le chiffre d'affaires de la vente au détail, que en fait, par la fermeture des frontières, de nombreux consommateurs suisses, notamment sur les cantons qui sont limitrophes en fait avec la France et l'Allemagne, se sont retrouvés à faire plus leurs courses au sein de la Suisse. Parce qu'en fait, il y a quand même un fort
un fort phénomène de tourisme d'achat à la fois en France et en Allemagne pour différentes raisons. La première, ça va être les différences de prix. Et la deuxième, ça va être les assortiments qui sont un petit peu différents. On va retrouver des produits qui sont différents de ce qu'on peut retrouver en Suisse. Tout ça quand même contrôlé par des quotas. Hein. Il faut savoir que, par exemple, pour la viande rouge, les gens sont limités à 1 kg par personne. Et tout ce qui est vin, on est limité à 6 bouteilles par personne pour le passage de douane. Après, au niveau des modes de consommation, alors, il y a eu 2 tendances principales. Donc Margot en a parlé, hein, c'est le bio, c'est déjà ancré depuis très très longtemps dans les habitudes de consommation suisses. Ça a été encore plus boosté par la crise sanitaire. Les gens voulaient des produits sains, soutenir l'économie locale, les produits de la ferme d'à côté. Ça, c'est des choses qui existent dans les habitudes de consommation. Et du coup, le bio il y a eu une croissance de un peu plus de 16%. Et le deuxième phénomène, ça va être l'émergence du e-commerce alimentaire qui existait un petit peu, mais pas autant que dans d'autres pays comme en Angleterre. Et du coup, là, on a vu une croissance de 18%, beaucoup d'opérateurs qui n'avaient pas monté de système de site internet ou de vente en ligne l'ont développé pour pouvoir promouvoir leurs produits, alors aussi bien au niveau du détaillant qui travaillait avec des particuliers que des distributeurs qui travaillent avec en B2B en tout cas. Donc voilà, après, juste pour finir sur l'impact de la crise sanitaire, donc comme Margot le disait, on a eu plus d'importations parce qu'il y a eu des pénuries, par exemple au niveau du beurre, de la farine, et puis certains produits frais, notamment comme tout ce qui est les œufs, les pommes, les carottes. Et puis comme en France, on a eu aussi un effet de mesure de stockage par certains opérateurs et particuliers, ce qui a fait que la fin de l'année 2020, on était un peu saturé sur certains segments et puis là, ça commence à reprendre tranquillement. Donc voilà, on peut passer à la suite. Donc maintenant, on va s'intéresser aux différentes opportunités pour les produits français en Suisse, notamment sur les 7 secteurs d'activité qu'on a étudiés avec Margot durant cette étude. Donc de manière générale, peut-être pour revenir sur l'image des produits français en Suisse, alors il y a une très bonne image au niveau de la qualité et du savoir-faire. En tout cas, notamment, on retrouve les produits français particulièrement en Suisse romande. Mais comme Margot le disait, hein, le produit suisse va rester plus premium que l'offre française. Donc pour exister et fonctionner en Suisse, nous on recommande, et c'est ce qui était ressorti des échanges qu'on a pu avoir avec les opérateurs locaux, c'est de jouer sur les spécificités des produits, quelle est l'innovation, quel est l'avantage, communiquer aussi sur le savoir-faire, comme on le disait, l'aspect tradition, ancrage local, c'est des choses qui parlent aux Suisses, puisque dans leur culture, ils sont plus régionalisés que nationaux. Donc parler de terres de sud-ouest, c'est des éléments qui fonctionnent. Et puis, il y a différentes niches qui existent, notamment qui répondent aux tendances actuelles, donc avec différentes innovations, tout ce qui est convenience aussi pour les produits à emporter, notamment dans les corners restauration, boulangerie. Et puis, tout ce qui est je me répète un petit peu sur tout ce qui est bio et savoir-faire. Donc, on vous a mis quelques citations aussi importantes à savoir sur la Suisse. On va être moins sur un marché de prix que, par exemple, l'Allemagne ou les Pays-Bas. On est vraiment sur d'autres sujets de discussion. Quelle est la valeur, la qualité intrinsèque du produit? Est-ce qu'on peut tracer l'ensemble des ingrédients qui sont dans le produit, notamment dans tout ce qui est produits transformés, quelle est la philosophie de la société derrière. Donc, il y a d'autres problématiques que celle uniquement du prix. Je repasse la parole à Margot. Au niveau des segments à potentiel, donc il faut savoir que l'étude qu'on a réalisée, on a interviewé une quarantaine d'opérateurs pour étudier 8 segments, dont le vin, et donc alors 7 segments pour tout ce qui est produits alimentaires. Ça a été donc voilà, ce que je disais, c'est que la Suisse a un marché relativement saturé. Maintenant, il reste quand même des opportunités vraiment pour des niches, des produits de niche et des produits qualitatifs.
Au niveau des fruits et légumes, on a quand même un marché qui est largement dominé par l'Italie et l'Espagne, où la France a cédé beaucoup de parts de marché ces dernières années. Il y a un système d'importation et de contingent tarifaire qui est extrêmement spécifique, qui est surtout à avoir en compte. C'est-à-dire que les contingents en fait vont être libérés toutes les semaines en fonction de la production, donc il faut être extrêmement flexible parce que l'importateur ne sait pas en fait 2 jours avant combien il va pouvoir importer. Et tout ça est fait pour privilégier l'offre locale bien sûr. Et on a des produits français qui sont finalement souvent proposés en complément de gamme pour étoffer donc certains Migros, Coop ou les Manor et Globus, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'offre qui est approvisionnée en local. Et donc voilà, on va retrouver beaucoup de fruits et légumes français qui passent par ce canal pour tout ce qui est vente au détail. On nous a parlé justement de potentiel pour tout ce qui était les innovations variétales. On nous a donné l'exemple du raisin sans pépins que les Français ne font pas. Les produits sous SICO, le label rouge AOP IGP, il faut savoir que le label rouge est quand même plutôt bien reconnu en Suisse romande. C'est quelque chose qui est apprécié parce que les Suisses vraiment ont cet attachement à tout ce qui est environnement, bio, etc. Et que le label rouge finalement a quand même des garanties sur le savoir-faire, sur la qualité du produit qui sont reconnus. Et alors des produits en période de pré-saison ou de post-saison, donc on nous a parlé de melons en septembre, d'abricots en juin ou autre, sachant que voilà, ce qu'il faut bien comprendre en fait avec le système suisse, c'est que par exemple si la production d'abricots en Suisse démarre en juillet, à partir du 1er juillet, les opérateurs suisses n'ont plus en fait le loisir d'importer des produits français parce que alors, ils peuvent le faire en théorie, mais en pratique, les taxes sont tellement élevées que personne ne le fait. Donc, ils vont quand même le faire, notamment pour tout ce qui est restauration haut de gamme, parce qu'on va avoir des produits de niche, des produits sous SICO, des truffes ou autres qui vont être extrêmement recherchés et on va avoir des gens qui vont être prêts justement à payer les taxes à l'importation. Maintenant, ça reste quand même vraiment des produits de niche. On est aussi beaucoup présent sur des produits de monopole, donc on nous a cité l'exemple du raisin, que ce soit le chasselas, le muscat, tout ce qui est Mirabelle ou autre. Donc là encore les produits sous SICO et des produits bio, alors qui ne sont pas produits en Suisse parce que donc il y a cette problématique de biologique égale consommer local dans la tête de beaucoup de consommateurs. Donc il faut vraiment viser des produits bio qui ne sont pas produits en Suisse ou alors pour lesquels la production n'est pas suffisante. Ne pas hésiter à aller démarcher des importateurs avec des échantillons ou autres parce qu'ils sont demandeurs aussi. Et donc voilà, les produits bio qui correspondent si possible au cahier des charges bio suisse. Au niveau de l'épicerie sucrée, c'est un marché qui est dominé par l'Allemagne. Comme c'est des produits transformés, il n'y a pas de restriction à l'importation. C'est important de le savoir aussi parce que ça veut dire que donc en théorie, les importateurs peuvent importer librement ces produits-là. On a aussi la consommation et la part des produits importés qui ne cesse de progresser, donc c'est plutôt des bons signaux. Une part de marché de la France qui est quand même plutôt stable, donc ça aussi c'est bon signe. On a une offre française qui est recherchée, qui est vraiment aussi bien dans l'hôtellerie-restauration que dans la grande distribution classique, que ce soit au niveau des confitures, des biscuits, des jus, des desserts, etc. Donc on peut, voilà, il y a une offre à prendre aussi bien en MDD qu'en marque. Et alors, il faut, par contre, les produits typiques français vont pour le coup être davantage destinés à la Suisse romande, où on a quand même des habitudes de consommation sur ce segment qui sont quand même très proches des habitudes françaises. Et donc, on va trouver vraiment des habitudes de consommation, on va trouver des produits régionaux connus, sachant que, alors, on sait que les produits régionaux sont très appréciés, c'est ce que disait Noémie, en fait, cette approche régionale est vraiment à privilégier en Suisse. Donc, il y a des pays où on va conseiller aux exportateurs d'y aller avec un petit drapeau français en disant, bah, allez-y, image France à fond, ça marche très bien, etc. En Suisse, ça fait un peu envahisseur si on débarque en disant, avec un drapeau français, en disant on est la France, on veut vous vendre des choses. Donc les gens sont beaucoup plus sensibles en fait à cette approche régionale et ce côté vraiment terroir et tradition. Alors sachant que donc ils vont connaître certains produits qui sont assez répandus. Alors les Suisses connaissent plutôt bien la France. Maintenant, ils vont principalement connaître certaines régions françaises. Le sud-ouest peut-être un peu moins, et dans ce cas-là, ne pas hésiter vraiment à passer par les dégustations parce que les consommateurs ne sont pas non plus trop aventureux, donc ils vont pas acheter des produits qu'ils connaissent pas. Par contre, s'ils ont l'occasion de
goûter en magasin avant, ça va beaucoup les aider à se décider. Pour tout ce qui est produits innovants aussi, donc c'est ce dont on a déjà parlé plusieurs fois, produits sains, produits sans gluten, sans lactose, vegan, bio, moins de sucre, etc. Ça reste quand même recherché et c'est des régimes alternatifs qui sont en plein essor. Et ensuite, un packaging moderne, coloré. Alors là aussi, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, le packaging ne va pas être le même. Ou alors, on va demander parfois, certains importateurs vont demander d'adapter le packaging en fonction de la région visée parce que les codes ne vont pas être les mêmes selon le fait qu'on vise la Suisse romande ou la Suisse alémanique. Et alors ensuite, au niveau des viandes, la viande est un peu compliquée, c'est un marché qui est extrêmement réglementé, qui est contingenté. Donc là aussi, il faut savoir, il y a des produits qui peuvent être importés quasiment librement et d'autres produits qui font l'objet vraiment de normes, enfin de contingents et qui sont finalement assez faibles, donc qui sont très peu importés. On a quand même un potentiel pour tout ce qui est produits de niche très qualitatifs, donc notamment tout ce qui est, alors là j'ai mis l'exemple des volailles qui sont recherchées à l'approche des fêtes. Les produits sous SICO, donc notamment destinés à la Suisse romande et à la restauration haut de gamme, c'est les produits fermiers, c'est ce que je disais, il y a une vraie reconnaissance quand même du label rouge et une appréciation, et pour les opérateurs, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant en fait, et si possible aussi expliquer ce qu'il y a derrière, expliquer. L'Irlande par exemple fait extrêmement bien ça, où on a tous ces sites avec des vaches dans les prés qui sont heureuses. Les Suisses, clairement, c'est pas un cliché, hein, ça leur parle énormément et c'est un vrai argument de vente. Et des produits adaptés au marché suisse. Donc, ça va être des pièces plus petites, parce qu'il faut savoir que là-bas, la viande coûte plus cher et donc les consommateurs en fait, vont consommer des portions plus petites. La mise en avant du bien-être animal, c'est ce que je disais, avec des images, avec des photos, avec un site internet qui est vraiment plutôt parlant. Et alors, au niveau de la charcuterie, et au niveau d'autres viandes aussi, la charcuterie, c'est encore plus emblématique. Il faut savoir qu'il y a quand même des différences de consommation qui sont extrêmement marquées. En Suisse alémanique, ils vont consommer davantage de charcuterie locale, des saucisses locales et sinon beaucoup d'Allemands. Et par contre, en Suisse romande, on va être, c'est le principal débouché pour la charcuterie française, sachant que la charcuterie française n'est pas très très connue. Il y a l'italienne qui est extrêmement reconnue, consommée au niveau national. On a une charcuterie espagnole qui fait aussi beaucoup de campagnes de communication et qui se développe de plus en plus, aussi bien en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Mais pour la charcuterie française, c'est un petit peu plus compliqué. Sachant que dès lors qu'on a des produits transformés, en fait, on va sur un étiquetage qui est assez particulier. Donc là aussi, ça demande quand même pas mal d'adaptation. Et on nous a dit ce qu'on nous a dit, c'est que les Français n'étaient pas toujours très très réactifs vis-à-vis justement de cette adaptation à la législation suisse. Vous pouvez passer à la suite, Soti. Du coup, pour tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, donc là, on est sur un marché qui est plutôt dominé par l'Allemagne, hein, même si sur ce segment de produits, c'est pas forcément obligatoire de spécifier l'origine des produits. À savoir que également l'Italie est très présente, notamment sur tout ce qui est snacking avec les spécialités pizza, pain, ciabatta et tout ce qui va être focaccia. Donc c'est un segment qui est assez intéressant pour l'offre française et sur lequel on se positionne bien et notre savoir-faire est vraiment bien reconnu. Cependant, il faut aller regarder pour chaque typologie de produit ce qui est consommé. Par exemple, un des exemples qui nous a été cité le plus souvent, ça va être, on adore les viennoiseries françaises parce qu'au niveau du croustillant, du feuilletage, on n'arrive pas à reproduire la même qualité avec du beurre suisse, par exemple. En revanche, la brioche, ça va pas du tout fonctionner parce que il y a une alternative locale qui existe qui s'appelle la tresse au beurre et les consommateurs vont acheter la tresse au beurre recette suisse et ne vont pas consommer de brioche. Il faut savoir aussi que en Suisse, on a de moins en moins de boulangeries artisanales. Et de plus en plus, en fait, le segment en fait, est dominé par Coop et Migros, hein, qui ont à chaque fois un petit segment BVP, à la fois sur de la pâtisserie, de la viennoiserie ou du pain, et qui est un élément un peu marketing qui attire le consommateur dans le magasin. Mais quand même, il y a un certain nombre d'autres chaînes
qui existent et qui, elles, sur lesquelles il y a des niches et des opportunités sur notamment tout ce qui va être produit surgelé en bake-off et notamment si vous le proposez aussi avec l'équipement pour préparer les produits, parce qu'on a une vraie problématique d'espace en Suisse. Et donc, l'immobilier coûte très cher. Avoir des espaces de commerce en ville avec un atelier, ça veut dire plus de coûts. Donc, pour solutionner ça, soit ils ont des ateliers en dehors des grandes villes et ils font venir les produits, ils les cuisent sur place, ou alors achètent directement des produits surgelés auprès de différents fournisseurs, des grossistes, et puis les préparent dans les boutiques au moment de la commande. À savoir aussi, pour finir sur tout ce qui est BVP, c'est qu'on a une faible taux de taxation. Alors il faut regarder avec vos codes SH sur le site des douanes, mais du coup, il y a plus d'opportunités et moins de barrières à l'entrée sur ce segment-là. Et tout ce qui va être dessert aussi, la pâtisserie française est vraiment très reconnue. Et il peut y avoir des partenariats qui existent et du coup, la France a encore son épingle à tirer sur ce segment-là. Si on s'intéresse maintenant au fromage, alors qui dit fromage dit quand même pays, enfin la Suisse, on est sur un pays qui est fortement producteur, notamment sur tout ce qui va être pâte dure, demi-dure, hein. C'est le pays de la raclette et de la fondue. On mange environ 22 kilos de fromage par personne. En revanche, il va y avoir des opportunités sur tout ce qui n'est pas produit par la Suisse. Donc la France, sur ce secteur, se positionne très bien sur tout ce qui va être pâte molle et sur certaines innovations. On nous a cité par exemple tout ce qui va être brie truffée, alternative, fromage frais, qui peuvent être intéressantes. Également tout ce qui va être format snacking, portion individuelle. Par exemple, ce qui nous est cité régulièrement aussi, c'est que il faut savoir qu'à l'école, les enfants ont le droit d'avoir des goûters, mais ils n'ont pas le droit d'avoir de goûter sucré. Donc le fromage est une très bonne alternative. Et puis après, en autres segments qui peuvent être intéressants, ça va être tout ce qui est les fromages un petit peu moins connus qui sont en train de monter en ce moment, donc tout ce qui est fromage de chèvre, de brebis, mais aussi tout ce qui va être alternative végétale. À l'initiative, il y a pas mal de startups qui travaillent en ce moment en Suisse sur ces segments-là, qui travaillent soit avec la grande distribution, mais aussi sur certains réseaux de magasins bio. Enfin, pour terminer, donc si on s'intéresse à tout ce qui est produit de la mer, alors la Suisse, on n'a pas de mer, on a des lacs et des montagnes, donc forcément, on est obligé d'importer cette typologie de produits. Il n'y a pas de restriction à l'importation. Il faut savoir qu'on est quand même sur un produit assez saisonnier, notamment tout ce qui est poisson en filet et notamment pièces nobles, crustacés pour les moments des fêtes. Donc, je pense à Pâques et Noël. En revanche, on n'a pas les mêmes habitudes de consommation en Suisse romande et en Suisse alémanique, hein, comme sur d'autres segments. Mais c'est encore un petit peu plus poussé puisque on connaît moins ces produits-là. On a plus besoin d'être accompagné. Par exemple, on avait rencontré un grossiste basé à Zurich en Suisse alémanique et qui, lui, au sein de ses ateliers, a une personne dédiée pour enlever chaque arête dans les filets de poisson à la pince à épiler. Alors que sur la Suisse francophone, là, ils peuvent vendre du poisson en entier. Il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui est produit premium pour les fêtes de fin d'année, ça fonctionne assez bien. Et puis, tout ce qui est aussi format prêt à cuire, prêt à griller, notamment pour l'été, tout ce qui est innovation et qui facilite l'usage du consommateur. Et puis enfin, on a aussi une section ingrédients. Alors ça, on vous invite plutôt à lire l'étude parce que c'est vrai qu'au niveau des ingrédients, il y a une multitude d'applications possibles. Les points les plus importants, c'est qu'il faut savoir que sur tout ce qui est produits laitiers, il y a des contingentements, donc il faut se renseigner au préalable. Et on est quand même aussi sur la Suisse, sur un pays qui a de gros acteurs de la nutrition qui sont présents
et qui font des parfums. Donc, je pense par exemple à Nestlé qui importe une multitude d'ingrédients différents. Et puis les grandes entreprises comme Givaudan, Firmenich. Et enfin, dans tout ce qui est chocolat, on va avoir Lindt et Barry Callebaut qui travaillent en B2B et qui, elles, créent des recettes pour d'autres industriels et donc du coup va importer de la vanille, des épices, des noix. Donc c'est un segment aussi intéressant à travailler plutôt en B2B et c'est les mêmes tendances qui viennent s'y appliquer au niveau de produits bio, par exemple Fairtrade, bien-être, santé. Donc c'est les tendances s'y appliquent également. Passer à la suite. Oui, donc du coup, on vous l'a répété plusieurs fois. Donc la Suisse, on est un marché hors Union européenne et il y a différentes réglementations qui s'y appliquent. Au niveau de la TVA, on va être sur un taux normal à 7,7%. Le taux réduit pour certains produits est à 2,5%. Pour chacun de vos produits, vous pouvez vous-même aller regarder les droits de douane qui s'y appliquent. Donc c'est le site de l'Office fédéral des douanes, tares.ch. Et donc ça, c'est des choses que je vous conseille d'aller voir, notamment avant d'échanger avec un importateur. Il faut savoir aussi que pour un certain nombre de produits, il faut un permis général d'importation. Et donc, ce qui fait que vous allez être obligé de passer par un importateur qui, lui, est en mesure de gérer toute la logistique et de faire les démarches auprès des autorités pour importer vos produits en Suisse. Donc par rapport à tout ce qu'on a dit avec Margot sur les différents segments, vous pouvez aussi par vous-même aller regarder l'utilisation des contingents tarifaires et où est-ce que ça se situe. Par exemple, pour le vin, il y a un contingentement, mais le taux a jamais été atteint historiquement, donc il n'y a pas de problème de blocage en douane. En revanche, pour certaines autres catégories de produits, il faut vérifier régulièrement est-ce qu'on est, il reste 20%, il reste 80%, comment on se situe. Donc après, si vous souhaitez un accompagnement sur ça, sur les thématiques vraiment douanières, quelle est la réglementation pour mon produit en Suisse, on a un service réglementaire qui est basé à Marseille et qui peut vous renseigner sur ça. Et enfin, je vous ai remis les contacts des douanes à la fois côté France et à la fois côté Suisse. Donc c'est vrai qu'on a cet avantage-là que le français est une langue officielle. Donc tous les sites administratifs sont à la fois en français, en allemand et en italien. Donc n'hésitez pas à solliciter et vous rapprocher des autorités suisses. Ils sont vraiment là pour vous renseigner, pas pour vous bloquer. Puis en général, on a une réponse assez rapidement. Donc c'est un des avantages par rapport à d'autres marchés export où on ne maîtrise pas forcément la langue. Et enfin, comme je vous en parlais tout au début de la présentation, si vous allez prospecter en Suisse ou envoyer des échantillons, vous êtes obligé de vous annoncer auprès des autorités locales. Donc c'est du déclaratif et vous pouvez le faire en ligne via le lien qui est dans la petite partie détachement de personnel. Donc si on passe maintenant aux bonnes pratiques commerciales, donc on vous a mis cette petite photo qui est assez, qu'on pense assez représentative des acheteurs suisses au milieu de leur montagne. Donc ils y sont très bien et il faut se mettre à leur place en fait quand vous allez les prospecter. Donc de 1, après ça dépend de votre positionnement, mais ils vous connaissent pas. Ils vous ont pas forcément besoin de vous, ils sont très sollicités. Donc, quand vous allez les aborder, alors ils sont toujours très sympas, très polis, mais il faut vous demander pourquoi, qu'est-ce que vous voulez leur vendre, quel est l'avantage de votre produit, avoir un discours bien structuré avec des avantages par rapport à la concurrence à la fois suisse, mais aussi étrangère, et quel est le bénéfice qu'ils retiraient d'un partenariat, d'une collaboration avec vous. À savoir que comme Margot l'a déjà évoqué, en fait, on travaille plutôt ici sur des partenariats de longue durée. Donc, ça peut prendre un peu de temps de trouver un partenaire,
Mais une fois que vous avez votre pied en Suisse, en général, c'est pour du long terme. Ils sont assez réticents à changer de fournisseur tous les ans. Donc l'idée, c'est vraiment de construire ensemble un partenariat. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que le produit fonctionne bien, pour démarcher des nouveaux canaux de distribution. Qu'est-ce que vous leur donnez comme support marketing, comme formation au niveau du produit? Est-ce que vous les invitez chez vous pour qu'ils découvrent l'atelier de production, comment vous travaillez, la philosophie de l'entreprise? Donc, c'est différentes petites choses qui peuvent être mises en place pour les rassurer. On va passer à la slide suivante. Donc, du coup, sur tout ce qui est relations commerciales, donc, étant donné que quand même le système d'importation est assez compliqué sur certaines catégories de produits, il convient en fait d'être assez réactif et flexible, justement pour s'adapter aux problématiques que rencontrent les opérateurs sur place. S'il a besoin du produit la semaine prochaine, est-ce que vous êtes en mesure de lui envoyer? Si c'est pas le cas, il faut être transparent. En Suisse, en fait, la parole donnée est très importante et tout ce qui est transparence dans le partenariat. Et au niveau de l'engagement, par exemple, si on vous dit vous sortez de rendez-vous, vous êtes engagé pour envoyer les produits, je ne sais pas, sous 3 semaines. S'ils arrivent sous 2 semaines, pas de problème. En revanche, s'ils arrivent la 4e semaine, là, ça va être problématique puisque l'opérateur suisse avec qui vous travaillez, lui, par exemple, c'est peut-être engagé auprès de son prochain client. Et pour lui, c'est un élément radical si les produits sont pas disponibles. Ensuite, ça peut paraître logique, mais sur la partie suisse alémanique, il est extrêmement important de maîtriser l'allemand. Ou alors, si vous ne maîtrisez pas l'allemand, mais au moins avoir l'anglais. Et si possible, un relais en local qui a déjà un réseau et qui peut échanger assez facilement avec à la fois soit la Suisse romande, soit la Suisse alémanique. Et puis enfin, sur tout ce qui est produits, emballage, c'est important de s'adapter au marché en fonction de si le produit n'est pas ou peu présent, voir comment est-ce qu'on peut l'adapter, en discuter avec son partenaire en local. Que ce soit l'importateur, soit si dans un premier temps vous avez, je ne sais pas, 1 ou 2 points de vente, voir avec eux ce qui est possible de faire, ce qui fonctionne. Et puis se renseigner aussi sur la concurrence. Par exemple, les Italiens sont très forts sur tout ce qui est panier gourmand en fin d'année et ils sont très, très force de proposition auprès notamment des grands magasins et ça c'est assez apprécié. Des fois certains opérateurs nous ont dit que les Français ne le faisaient pas assez. Donc on vous recommande justement d'aller à leur devant et de leur demander ce qu'ils pourraient avoir besoin. Et puis pour finir, peut-être un point sur la logistique, comme je le disais, être très précis, vous allez être jugé sur l'emballage, sur le sérieux de la logistique et sur les engagements que vous allez prendre auprès d'eux. Donc voilà, donc dans l'idéal, si vous pouvez avoir une personne qui est dédiée à l'export pour assurer le suivi de la relation avec les opérateurs en locaux. Voilà, je crois qu'on a fini. Ah non, pardon, il nous restait une slide. Donc du coup, pour résumer tout ce qu'on vous a dit avec Margot, donc en 1, le passage par un importateur est fortement recommandé, voire indispensable pour certains produits. L'approvisionnement du marché suisse est très complexe et exigeant, donc renseignez-vous au maximum au préalable, même auprès des importateurs, ils seront très contents de vous renseigner, c'est un sujet que eux maîtrisent. Troisièmement, ne pas considérer la Suisse comme une extension du marché français et par conséquent, il faut absolument penser régional. La Suisse, n'est pas un seul pays, c'est 3 régions, donc 3 marchés dans le marché et adapter son produit à chaque zone visée. Et Margot, tu voulais conclure sur ça ou... Oui, et donc voilà, pour conclure, vous pouvez retrouver justement notre étude sur notre site d'études agroalimentaires Business France, donc à peu près 170 pages pour mieux comprendre le marché suisse avec
des témoignages d'opérateurs avec des filières étudiées un peu plus en détail. Et donc notamment ces filières couvertes qu'on a déjà évoquées, qui sont la viande, le fromage, les produits de la mer, les fruits et légumes, les ingrédients, l'épicerie sucrée, la VVP et les vins. Et je vois qu'il est 15h01, on est pile dans les temps au quart d'heure suisse. Eh bien, un grand merci à vous, Noémie, Margot, pour cette présentation vraiment très, très complète, très concise. Alors, nous allons commencer là à prendre des questions sur le webinaire. Et nous en avons une de Maëva du Hameau des Saveurs qui pose une question sur le potentiel du foie gras en Suisse. Alors, je pense qu'on va répondre un peu toutes les deux. C'est extrêmement intéressant la problématique du foie gras parce que objectivement, c'est quelque chose qu'on nous a mentionné. On a quand même 5 ou 6 opérateurs sur la viande et l'épicerie fine qui nous disaient clairement que le foie gras n'était pas un produit, parce que dans un marché justement qui privilégie tellement le bien-être animal, on a quand même beaucoup de mal à vendre du foie gras. Maintenant, ça reste quand même en fait la Suisse le premier marché pour le foie gras français frais. Donc voilà, on a des gens qui nous disent qu'ils n'en importent pas, et d'un autre côté, on voit qu'on a quand même des flux. C'est un produit, alors Noémie, je te laisserai éclaircir ça, mais je sais plus, je crois que c'est interdit à la vente pour la vente au détail. Et par contre, on va en retrouver dans les cash and carry, et ce qui va permettre aux restaurateurs en fait de l'acheter, sachant que voilà, les restaurateurs, les cash and carry ont le droit d'en vendre parce qu'ils ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais ils sont destinés au B2B. Maintenant, en général, on voit quand même c'est une controverse, c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis, et il y a quand même des ventes qui sont en nette diminution ces dernières années. Ouais, à savoir que le foie gras qu'on retrouve, c'est principalement dans les rayons frais, là, comme tu le disais, Margot, et plus sur la Suisse romande que sur la Suisse alémanique. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu le débat, hein, pour avoir échangé récemment sur le sujet avec un acheteur de chez Aldi. Lui, c'était un no-go total. Ou alors, si c'est du foie gras qui n'est pas gavé, donc il travaille avec certains Espagnols sur le sujet, ou si vous avez déjà des référencements, par exemple sur de la grande distribution en France, qui est aussi en Suisse, essayez de voir avec votre partenaire français s'il ne peut pas pousser aussi côté suisse, notamment chez Lidl et Aldi, les discounters, ils regardent les portefeuilles d'un pays à un autre. Donc ça peut être mais c'est vrai que c'est un large débat, le foie gras en Suisse. Alors, nous avons d'autres questions sur les différents potentiels, sur les biscuits secs sucrés et puis sur les plats cuisinés. Alors au niveau des biscuits secs, ça va être une vraie question. En fait, ce qu'on nous a conseillé, alors en général, les produits d'épicerie, les biscuits français sont quand même plutôt appréciés en Suisse. On a une vraie, alors il y a une offre locale, mais c'est vrai qu'en France, on a cette offre souvent qui est un peu régionale. Enfin, on nous a parlé des sablés bretons, on nous a parlé de choses comme ça, et ça reste apprécié. C'est des offres qui sont trouvables vraiment aussi bien en grande distribution qu'en hôtellerie, par exemple, ou à proposer avec des cafés dans les restaurants ou autres. On peut viser vraiment tout type d'opérateurs, que ce soit aussi bien des opérateurs RHD régionaux que la grande distribution, sachant que pour travailler avec la grande distribution en Suisse, il faut quand même une certaine force de frappe, parce que ça doit être un petit marché, ça reste quand même de très gros acteurs. Maintenant, c'est s'assurer vraiment que son produit n'est pas déjà commercialisé, ou qu'il n'y a pas de produit qui y ressemble, parce qu'il y a toujours quelque part on privilégie davantage les boîtes qui sont déjà là et avec qui on travaille depuis des années. Sachant qu'on nous avait dit, nous, que justement l'épicerie sucrée, c'était un peu une particularité, c'était peut-être le seul secteur dans lequel l'assortiment variait plus souvent. On était prêt à essayer plus de nouvelles choses. Et surtout, penser à l'histoire du produit, un peu de storytelling pour dire d'où ça vient, le savoir-faire, etc. Il y a des images un peu de région associées avec ça, les Suisses adorent.
et aux dégustations. Là aussi, c'est très important parce que les Suisses ne se dirigeront pas naturellement vers un produit qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a vraiment une vraie problématique de communication et de dégustation à développer, parce que sinon, on a eu des opérateurs qui nous disent qu'ils avaient référencé, alors c'était pas la région, c'était pas votre région, mais en l'occurrence, on nous avait parlé de Cannelée-Bordelais, qui avait vraiment tout le potentiel pour réussir en Suisse, mais il y a eu ce manque de communication. Il y a eu un produit que les Suisses ne connaissaient pas et qui n'ont pas voulu essayer d'acheter, et il n'y a pas eu de dégustation. Et en fait, c'est un produit qui a été déréférencé au bout d'un an parce qu'il ne marchait pas, alors que sur le papier, il avait tout pour plaire en Suisse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, du coup, Noémie. Non, peut-être juste, après ça dépend de votre positionnement, si vous voulez partir sur la grande distribution, ou alors il y a les réseaux, notamment sur produits un peu plus premium, sur tout ce qui est grands magasins, épicerie fine, ça peut être un segment aussi. En revanche, sur ce segment-là, il faut avoir des emballages et un marketing très qualitatif, assez haut de gamme. Et sur les plats cuisinés, du coup? Alors sur ça, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance sur tout ce qui va être produits convenience, notamment sur les produits, par exemple, pour le repas du midi. Il y a des rayonnages qui sont de plus en plus conséquents avec différentes choses de proposer. Après, je ne sais pas ce que vous proposez comme type de plat cuisiné, mais ce qui est très présent, c'est notamment la cuisine italienne avec des risottos, des pâtes, un petit peu de légumes et des choses qu'on peut mettre assez rapidement au micro-ondes. Ça, c'est ce qu'on retrouve assez souvent. Après, en conserve, peut-être un petit peu moins. Tout dépend en fait de la typologie des plats. Ce sont des cassoulets, a priori. Des cassoulets. Alors, c'est pas très connu le cassoulet, pour être honnête, à part peut-être dans certains restaurants français. Mais c'est vrai qu'il y aurait un travail de communication à faire auprès des Suisses. Après, il y a des plats locaux qui sont similaires au cassoulet, pas forcément sur du haricot, mais des plats d'hiver qui tiennent bien, notamment pour les soirs en montagne, après une bonne journée de ski ou de randonnée. Donc, il y a sûrement des choses à faire. Sachant qu'il y a aussi la problématique de... En fait, les produits transformés ne sont pas soumis au contingent tarifaire, sauf pour les produits à base de viande. Et je crois que c'est 19%, c'est ça, je ne sais plus la composition. Mais 20%, ouais, donc il faut voir aussi au niveau de la composition des produits, parce qu'il y a certains importateurs en fait qui vont être intéressés par des produits transformés à base de viande, mais qui vont vraiment s'assurer que ça ne se dépasse jamais plus de 20%. Enfin, plus de 20% de viande, parce que dans ce cas-là, ils doivent ensuite payer et demander une partie du contingent tarifaire pour importer, donc c'est plus rentable pour eux. Alors, voir aussi un peu à ce niveau-là comment adapter son produit. Ouais, et puis peut-être juste pour tout ce qui est produit à base de viande, moi je conseille de vraiment s'approcher des importateurs qui ont en fait des contingentements en viande. C'est plus simple pour eux que partir sur un opérateur qui n'est pas forcément habitué à importer de la viande, et pour qui ce sera plus difficile de faire les démarches auprès des autorités. Merci beaucoup. On a également plusieurs questions qui viennent par rapport à la prise de contact des importateurs, mais du coup, je vous propose de répondre en deux temps. Déjà, on a un programme d'action qui va vous être présenté tout à l'heure. Mais déjà, par rapport à ceux qui veulent se lancer seuls et essayer d'atteindre les importateurs, je voulais quand même vous parler d'un outil qui est assez peu connu et qui peut vous être très utile. C'est notre site Ad-Hoc. En fait, je partagerai du coup après ce webinaire le lien et un petit tutoriel où vous pouvez retrouver par rapport à votre famille de produits et même si vous pouvez affiner avec votre code de nomenclature douanière, une liste d'importateurs en fait ou de prospects qualifiés à partir du site. Et je vous propose, sinon, si vous voulez vraiment un montage de rendez-vous vraiment personnalisé, etc., je vous en parle dans la seconde partie du webinaire.
Et il y avait aussi cette question par rapport à la RHD. Est-ce qu'il est préférable de passer par des importateurs? Je suppose que c'est comme dans tous les autres pays, il y a quand même des importateurs spécialisés sur ce réseau de distribution spécifique. La réponse est oui, complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, c'est très compliqué de travailler en direct. Il faut vraiment avoir une filiale locale. Et sinon, vous avez des importateurs, mais enfin, quelque part, voilà, le système est aussi plutôt profitable pour le produit français, et notamment la RHD. Donc, on va avoir vraiment une multitude d'importateurs. On va avoir et ça va être à viser selon le produit que vous vendez, selon la zone et les volumes que vous souhaitez réaliser. Parce qu'il faut savoir qu'on va avoir des importateurs régionaux haut de gamme, et on va retrouver aussi des importateurs qui font au niveau national et qui vont desservir aussi bien des produits bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Généralement, on a des importateurs, même sur le haut de gamme, qui vont approvisionner les 4 circuits, donc aussi bien restauration haut de gamme, restauration collective, restauration commerciale et chaîne de restauration. Sachant que voilà, même les chaînes de restauration, il y a une partie qui prennent en local aussi. Et en fait, c'est ce que disait Noémie, c'est extrêmement compliqué en Suisse de travailler et d'exporter lorsqu'on n'est pas suisse. C'est-à-dire que les importateurs, heureusement, vont vous faciliter la tâche. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des importateurs, par exemple, qui vont vous proposer d'envoyer vos produits du sud-ouest jusqu'à Mulhouse, et à partir de Mulhouse, ils vont prendre en charge le transfert vers la Suisse, parce que, comme ils nous ont dit, en fait, en France, ça prend plus de temps de faire Mulhouse-Berne que de faire le fin fond de la Bretagne jusqu'à Mulhouse. Et ils sont extrêmement, ils aiment bien prendre tout ça en charge, donc c'est très pratique, parce qu'en fait, ça permet à l'exportateur français de ne pas trop s'embêter avec ça. En fait, il suit juste les directives de l'importateur suisse. Et par contre, l'importateur suisse a tout le réseau de contacts, et surtout pour la RHD, c'est quand même un segment qui est extrêmement obscur. C'est-à-dire que nous, on a parlé avec des gens qui étaient là depuis plusieurs années, qui nous disaient on est incapable de vous donner notre part de marché, parce que on ne connaît pas nos concurrents, en fait, on ne connaît pas leur chiffre d'affaires, on ne connaît pas leur zone d'affaires, on ne connaît pas leurs clients, etc. Et il y a un tel manque de transparence qu'en fait, ça a été fait vraiment pour favoriser les affaires côté suisse, et c'est pour ça que c'est quand même très compliqué de ne pas passer par un importateur, surtout pour la RHD, qui est vraiment un segment où il y a des choses à faire, mais qui reste quand même relativement opaque. On va juste prendre encore une question. Est-ce qu'on peut faire un focus également sur les produits surgelés en GMS? Quelle dynamique et quel potentiel? Du coup, Noémie, je te laisse si tu as des choses. Sur les produits surgelés en GMS, alors ça c'est un peu, il y a eu un boost là pendant la pandémie, notamment au début, parce que les gens voulaient pouvoir avoir du stock si jamais ils étaient bloqués, qu'ils pouvaient pas aller en magasin. Après, pour être honnête avec vous, j'ai pas regardé la dynamique récemment. Il faudra regarder vraiment par catégorie de produits, et ça c'est des choses qu'on peut regarder par la suite. Ouais. On va pouvoir affiner puis vous répondre par mail si vous voulez. C'est Thomas et Dimitri qui posent la question. Merci à vous. Écoutez, on va passer maintenant, je pense, la parole à Monsieur Yann Roland, que je remercie déjà vivement d'avoir pris le temps d'avoir du coup accepté de se consacrer à ce témoignage pour nous, malgré la fin d'année bien chargée, je pense, par rapport à votre activité. Et donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Je vais vous présenter notre maison. Nous sommes le plus vieux négociant de truffes au monde. On peut passer à la slide suivante. Maison en race, c'est la suivante aussi, pardon. Donc 200 ans d'existence, avec une vraie plus-value, puisque en 1889, nous étions déjà présents à l'Expo universelle de Paris, et nous avions reçu donc un prix pour la mise en conserve de première ébullition de nos truffes fraîches, ce qui permettait à l'époque de travailler effectivement toute l'année ce produit-là dans la restauration.
Nous, notre business, c'est 80% de truffes fraîches destinées à la restauration et aux tables de haute gastronomie, en France et à l'étranger. Donc, pour vous refaire l'historique, effectivement, 1820 création. En 2000, Madame Gaillard reprend cette maison et elle y travaille. Elle nous la transmet en 2019. J'ai repris l'entreprise avec mon épouse et une association, enfin, un conglomérat, on va dire, d'actionnaires, un pool d'actionnaires complémentaires qui nous ont aidés dans cette reprise. Dieu merci, parce qu'effectivement, on la reprend en 2019 et en 2020, on subit l'effet Covid que nous avons tous vécu difficilement, on va dire. Donc, nous avons effectivement lancé en 2021, cette année, pour célébrer nos 201 ans, une nouvelle gamme de produits dérivés qui sont sans arôme ajouté. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous, notre métier, c'est un vrai métier d'orfèvre. On reçoit entre 300 kilos en début de saison et jusqu'à 5 à 800 kilos par semaine de truffes fraîches qui sont dites en terre. C'est-à-dire, on les reçoit et on doit les nettoyer une par une. Donc, pour ne pas les abîmer, c'est un nettoyage qui se fait à la main, donc qui est assez mécanique et lourd de conséquences en termes de temps, et puis on calibre, on caniffe. Caniffer, ça veut dire couper un petit morceau de truffe pour vérifier la bonne maturité du produit, les calibrer et les envoyer. Et on envoie ça en frais sous vide, et puis sur ce qu'on ne commercialise pas en frais sous vide, on va le transformer dans ce qu'on appelle les conserves. C'est une vraie course contre la montre, la truffe fraîche, parce qu'elle se conserve une semaine, une grosse semaine. Donc, ça veut dire que dès qu'on reçoit la truffe en terre, il n'y a plus une minute à perdre. Il faut qu'on se dépêche et c'est un marathon, mais au rythme d'un sprint. Voilà. Notre métier, donc, au-delà de ça, c'est aussi utiliser ces truffes pour créer des recettes inédites, ce qu'on a su faire lorsqu'on a repris l'entreprise en proposant une gamme de produits dérivés, puisque jusque-là, la marque était destinée vraiment au B2B. Vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Et encore l'autre. Voilà, nos marchés export sur la truffe fraîche. Alors, on a, on va dire, ce qu'on appelle le proche export, c'est-à-dire l'Europe, Luxembourg, Autriche, Allemagne, où on va avoir des épiceries ou des restaurateurs en direct que l'on va servir, en truffes fraîches essentiellement, parce qu'il y a une forte demande sur notamment la fin de l'année, et sur l'été quand il s'agit de la truffe d'été aussi, mais c'est essentiellement le point principal concerne les fêtes de fin d'année avec cette truffe noire Melanosporum. La slide suivante. Donc, proche export, on disait Luxembourg, Allemagne, Autriche. On rajoute la Suisse, effectivement. Et puis, Asie du Sud-Est avec Singapour, Hong Kong et le Japon essentiellement. Donc, où là, on travaille via des distributeurs et des grossistes importateurs. Sur la truffe fraîche, donc qui est destinée aux tables de haute gastronomie, comme je vous disais tout à l'heure, essentiellement des étoilés. On a aussi dans nos marchés export une gamme de produits dérivés qu'on commercialise, notamment en Russie. En Russie, c'est un petit peu différent comme marché. Je pense qu'il y aurait de la place pour de la truffe fraîche, bien entendu. Néanmoins, comme il y a des sanctions économiques à l'heure actuelle et un embargo qui pèse sur les produits frais, on ne peut pas exporter de produits frais à l'heure actuelle sur ce marché-là. Donc, on exporte nos produits dérivés et notamment sur l'enseigne Azbuka Vukuza, qui est une enseigne un peu type Galerie Lafayette, mais sur un format de magasin type Carrefour City, en centre-ville essentiellement, sur Moscou et Saint-Pétersbourg, et auprès de certains cavistes. Les facteurs de réussite donc, sur ces marchés-là, c'est s'appuyer sur des experts qui ont une clientèle CHR de transformateurs, qui savent travailler un produit frais de luxe.
La truffe fraîche, voilà, c'est vraiment un produit de luxe de par son prix. Et il faut vraiment arriver à définir quel est le bon partenaire qui va savoir vers qui orienter la vente de ces produits-là. Donc, avoir aussi des structures qui gèrent l'importation des produits frais sur leur zone de transitaire en France pour faciliter et fluidifier les envois. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on canifie et qu'on trie plus de 500 kg par semaine, on n'a pas le loisir, en plus de faire des documents de dédouanement, etc. Il faut que ça aille vite. Il faut qu'on expédie à J+1 et que ça soit au maximum à J+2 chez le client, y compris sur du lointain export. Donc, on s'appuie sur des structures qui savent gérer ça et qui ont toujours un transitaire. C'est beaucoup plus simple pour nous. Pour les conserves et les produits dérivés, bien sûr, bon, toujours pareil, l'idée c'est de trouver le bon partenaire, des experts réseau qui sauront rapidement mettre en œuvre les référencements des produits pour atteindre les volumes nécessaires à la rentabilité du compte. Là aussi, quand on veut exporter, effectivement, c'est toujours intéressant. On a l'impression que c'est le Graal, mais c'est le Graal qu'à condition que le compte soit rentable. Et au début, souvent, il ne l'est pas forcément. Donc, les principales difficultés qu'on rencontre sur l'export et sur les autres marchés, c'est vraiment trouver le bon partenaire qui connaît à la fois les circuits de distribution qu'on envisage, qui a une structure suffisamment solide pour fiabiliser à la fois la gestion de l'image pour une marque comme la nôtre et aussi les paiements, bien sûr. Donc, sur le marché suisse, la particularité de ce marché, pour nous, c'est effectivement 26 cantons, 2 langues, ou plus, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation qui a été faite, un pouvoir d'achat élevé, effectivement, qui va être en recherche de produits un peu d'exception qui correspondent à notre produit, et une vitalité du marché de la restauration collective, malgré le Covid. En table étoilée du guide Michelin, il y a quand même énormément de maisons qui sont intéressantes pour nous. 3 restaurants 3 étoiles, 24 2 étoiles, 95 1 étoile. Pour nous, effectivement, c'est pas du pain béni, mais disons qu'on a un terrain de jeu qui est plus facilement adapté à notre produit. Donc, nous, on travaille avec un distributeur qui est un spécialiste du produit frais de la mer et qui a une très bonne clientèle de restaurateurs et d'autres établissements de prestige implantés en Suisse depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc, effectivement, il sait gérer un produit frais destiné aux grands chefs avec les chefs en général, sur les restaurants étoilés, ils ont des exigences très particulières. Il faut être capable à la fois de répondre à cette exigence particulière, mais de répondre sur la durée. Pas de répondre une fois. Quand il va mettre un produit à sa carte, il va le garder 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Il faut être capable, pendant ce délai-là, de pouvoir lui fournir ce qu'il attend. Donc, notre partenaire, il dispose d'un transitaire en France qui gère tous les éléments de dédouanement et déclaration administrative pour l'importation de nos produits. Et en plus, il est présent sur les 26 cantons, donc ce qui permet une présence de notre truffe sur les meilleures tables suisses. Pour vous dire, pour terminer, juste effectivement, au-delà du fait de trouver un bon partenaire, une fois que vous l'avez trouvé, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi être capable de former les équipes. Nous, on a un produit qui est très spécifique et qui a une saisonnalité. Ce n'est pas le travail des commerciaux de notre partenaire de vendre ce produit-là toute l'année, même si ça serait notre souhait. Donc, je vous conseille vraiment, quand vous avez trouvé un partenaire qui vous paraît adapté à votre besoin, de lui proposer de lui faire déguster les produits, bien sûr, comme ça a été évoqué précédemment, mais aussi de lui proposer de venir former les équipes, tourner avec elles en clientèle pour leur proposer un argumentaire de vente de vos produits. Et ça, je pense que c'est un vrai plus et c'est apprécié
notamment sur ce marché-là en Suisse, parce que ça fait preuve de professionnalisme et d'investissement personnel à leur côté. Voilà, pour une relation plus pérenne et plus durable. J'en ai terminé. N'hésitez pas à revenir vers moi, vous avez mes coordonnées, si vous aviez des questions plus particulières. Sinon, je suis ouvert à répondre à certaines de vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup pour ces conseils, cette présentation. Je ne vois pas de questions pour le moment. Donc on est un peu dépassé par rapport au timing prévu, mais il y a eu beaucoup de questions, donc c'est plutôt positif. Et donc, je vais passer à la partie plan d'action de la région Occitanie et d'ADOC pour la Suisse, donc spécifiquement dédié pour la Suisse pour 2022 et 2023. Alors, on va vous proposer un plan d'action en 2 phases, en fait. Une qui va avoir lieu en 2022 et une en 2023. Donc, en phase 1, on a discuté, on va vraiment travailler dans le cadre de la Team France Export Occitanie, comme nous le faisons d'habitude. Et on a voulu vous proposer plutôt un programme de rendez-vous B2B. Vous posiez la question comment entrer en contact avec ces acheteurs. On a trouvé que le plus pertinent serait de vous faire rencontrer ces acheteurs sur le CIAL. En fait, nous allons avoir un espace Occitanie dédié avec plusieurs formules. Certains d'entre vous ont sûrement déjà reçu la plaquette. Et on a voulu créer un espace plus spécifique, simple, avec un ensemble table et chaises sur notre espace. Vous allez bénéficier de la visibilité Occitanie. Ça va vous permettre également de visiter ce salon pour ceux qui n'y sont pas encore allés et surtout d'accéder au rendez-vous B2B du CIAL. On va donc pouvoir vous proposer via cette formule-là des rendez-vous, un programme de rendez-vous d'à peu près 3 rendez-vous avec des prospects suisses qualifiés s'ils en manifestent l'intérêt bien sûr de leur côté. Et ce sera dans le cadre des business meetings Business France du CIAL. En amont, on vous proposera un atelier et donc de préparation à l'export et un accompagnement personnalisé avec un dossier préparatoire, un entretien préparatoire afin de vous préparer à ces entretiens et une rencontre optimisée. Sur les bons conseils de Noémie et Margot, vous avez vu que voilà, la Suisse est proche, mais ça reste un marché complexe pour lequel il faut être quand même bien préparé apparemment. Ça sera la phase 1, donc pour le CIAL en 2022. Et en phase 2, donc en 2023, on vous proposera une mission de prospection, la Suisse, pour ceux qui voudront nous suivre, donc en nous rendant là en Suisse, avec en amont, pour vraiment tester le marché et pour ne faire prendre de risques à personne, un envoi donc d'une box Occitanie Suisse avec des échantillons pour tester l'intérêt des acheteurs. Et s'il y a un retour positif, on pourra vous programmer des rendez-vous B2B en présentiel sur place. Et on vous proposera pour cette occasion de faire une visite de magasin et faire un store check, comme il est toujours très intéressant de faire dans les enseignes qui vous sont plus dédiées spécifiquement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces dernières parties. Je vous partagerai de toute façon la présentation, comme il a été dit, également le replay du webinaire. Ça, vous pourrez le revisionner avec chaque partie qui vous intéresserait. Et je reste donc à votre disposition si vous avez des questions. On répondra par mail à la question par rapport au surgelé. Et je voulais aussi vous informer de la suite de nos webinaires. On va en avoir pas mal. Mais notamment, nous aurons un focus sur le potentiel du marché canadien le 2 décembre de 15 à 16 heures. Je le rajouterai à la suite de cette présentation. Et j'en profite aussi pour vous informer que nous allons lancer un food tour agroalimentaire ad hoc à partir de cette fin de mois. C'est-à-dire que toute notre équipe va venir dans chacun de vos départements vous présenter donc notre activité, notre accompagnement et surtout notre plan d'action 2022 à la fois à l'international et pour le national.
Alors, je vais vous donner quelques dates que j'ai notées. Nous serons à Foix le 29 novembre, le 30 à l'Aguiole, le 2 décembre à Rodez, le 9 décembre à Auch, on enchaînera le 10 décembre à Tarbes, le 14 à Nîmes, le 10 janvier à Perpignan, le 13 janvier à Albi et le 13 janvier à Saint-Gaudens. On a la chance d'avoir une merveilleuse région très très large, très étendue, donc on va la sillonner pour vous et vous présenter toutes nos actions pour 2022. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions, on aura fini juste dans le timing. Je vais donc terminer en remerciant à nouveau nos intervenantes Margot et Noémie et également donc Yann pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochain webinaire. Merci et à bientôt. Bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Au revoir.